Bonjour et bienvenue pour ce podcast Journalisme et climat, une transition accélérée. Il est enregistré dans le cadre du jour E de BPI France. C'est un fait, l'urgence climatique que les scientifiques identifient depuis des dizaines d'années est de plus en plus visible. Une prise de conscience qui s'est notamment accélérée ces dernières années, on l'a vu avec des mobilisations, les marches pour le climat en 2019, avec l'effet du réchauffement climatique qui se fait de plus en plus ressentir cet été avec les incendies, les sécheresses, également avec la visibilité croissante des discours scientifiques, notamment les fameux rapports du GIEC. Et face à cela, l'ampleur des transformations nécessaires amène à des questionnements sur l'organisation de nos sociétés et plus largement pour l'ensemble des secteurs économiques qui se posent des questions. Les enjeux climatiques questionnent aussi et naturellement le rôle des médias en tant qu'interface de réflexion et d'information. C'est ainsi que, depuis plusieurs mois, plusieurs années, des initiatives émergent au sein des rédactions, que les journalistes réfléchissent aussi à la manière de se traiter ce sujet, on en parlera, l'émergence de chartes d'engagement de la part de plusieurs médias. Et avec nous pour parler de ce sujet, Milly Servan, rédactrice en chef du média Climax, spécialisée sur les enjeux écologiques. Bonjour. Bonjour. Pierre-Olivier Cazenave, du média Ouzbek Erika, bienvenue. Et Pierre Frankowski, Head of Stories de Brut, bienvenue. Bienvenue, merci. Merci à vous d'avoir accepté d'échanger sur le sujet. On va parcourir ce qui fait le questionnement et les évolutions des rédactions et des journalistes face aux enjeux climatiques, à la fois les opportunités et les risques dans le traitement de cette information, avec des équilibres souvent à trouver entre une information qui peut être anxiogène et la manière dont on peut amener les citoyens à se projeter dans une société qui intègre les enjeux climatiques. Et plus largement, on va parler aussi des questions que ça pose plus largement sur le rôle du journalisme et les rapports que vous avez avec les acteurs qui travaillent avec cette transition, les entreprises, les entrepreneurs. Je m'appelle Léo Kogos, je travaille à la Fondation européenne pour le climat et j'aurai le plaisir d'animer la discussion qui nous réunit aujourd'hui. Peut-être une première question pour Milly Servan. Donc vous êtes rédactrice en chef de Climax, où la transition écologique est le sujet central. Comment vous appréhendez le traitement de ce sujet-là et quelle est l'audience de Climax, qui est un média assez récent ? Oui, effectivement, on est un média qui s'est monté en 2021 et qui est spécialisé sur l'écologie. Donc c'est vraiment, peut-être contrairement à d'autres, on est à 100% sur le sujet et c'est notre parti pris. En deux mots, peut-être de manière générale, on pourra approfondir après, mais on essaie de se démarquer de ce que font d'autres médias, déjà pour arriver en complément de ces médias-là, et de proposer une approche de l'écologie qui soit garantie, si on veut, sans éco-anxiété, sans morosité, et aussi peut-être sans une approche trop scientifique et intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'on dit des trucs nuls, mais ça veut simplement dire qu'on essaye d'être peut-être davantage sur le côté culture, pop culture, contre-culture. On essaye de parler davantage du mouvement écolo que de l'écologie elle-même. On utilise beaucoup le sarcasme et l'humour pour que nos lecteurs ne soient pas en dessous de l'information écologique qui les accable, mais au-dessus, et qu'ils puissent en rire, qu'ils puissent... on ne masque pas la dureté du réel, mais en tout cas, on permet aux lecteurs de se positionner un peu différemment par rapport à cette actualité-là. Et effectivement, pour la petite histoire, donc ce média, il a été monté par Dan Gezelhardt et Lorraine Boudard en 2021, d'abord sous forme de newsletter. Et il faut savoir qu'avant de créer ce média sous forme de newsletter, ils avaient monté un autre média qui s'appelle Tech Trash, qui existe toujours, qui est une newsletter gratuite et qui, alors ça va parler aux personnes qui nous écoutent je pense, mais qui décryptait un peu les coulisses de la tech, les coulisses de la Startup Nation pour en raconter un peu les travers. C'était un des premiers médias à faire ça en France. Et donc ils critiquaient, en fait, ils apportaient un côté un peu poil à gratter dans cet univers-là. Et on a vu qu'en fait, ils ont vu que tout ce bullshit qui était un peu présent dans ce milieu-là sur parfois des dérives, en tout cas de la transformation numérique des entreprises. On n'arrêtait pas de dire que toutes les entreprises faisaient de la transformation numérique, c'était le Graal, et il y avait des dérives. Et ils ont observé que cette dérive-là se sont un peu décalées dans un autre milieu, sur le sujet de l'écologie. Les entreprises disaient plus qu'elles faisaient leur transformation numérique, mais qu'elles faisaient leur transformation écologique. Et donc ils se sont dit, il y a aussi à critiquer là-dedans. Il faut aussi qu'on apporte un contre-discours, donc à la fois souligner ce qui se fait de bien sûr, mais aussi pouvoir apporter un peu un regard décalé sur ces sujets-là. Et donc il faut savoir, et c'est ça qui fait aussi notre spécificité, c'est que notre audience vient de Tech Trash. L'audience de Climax, je veux dire, vient de Tech Trash. Donc on s'adresse, et c'est un enjeu quotidien, on s'adresse à des gens qui ne sont pas des écolos convaincus. Donc ça nous oblige à justement avoir ce traitement
à pas braquer en fait notre audience avec des sujets qui seraient trop déprimants, trop intellectuels, trop, en tout cas, intellectuels dans le sens trop pesant peut-être ou trop prise de tête. On essaie de montrer tout ce que l'écologie a d'enthousiasmant et voilà. Et donc on a une formule papier depuis juillet dernier. Il y a un premier numéro qui est sorti à l'été dernier sur les solarpunks et le refus de l'apocalypse, en tout cas le refus de la morosité, de cet effondrement qui viendrait. Le deuxième numéro était sur la décroissance avec une une avec plein de viennoiseries et de croissants qui s'appelait Pas de pitié pour les croissants. Et le troisième numéro s'apprête à sortir en avril et il sera sur les riches et la richesse. Avec un titre qui c'est les riches vont maigrir. Ok, donc ça pose des questions plus largement sur ce que ça induit comme transformation pour nos sociétés. Chez Ouzbek Erika, Pierre-Olivier Cazenave, vous appréhendez comment ce sujet de la transition écologique ? Est-ce que c'est aussi un moment vu comme une responsabilité en tant que média et journaliste de traiter ces sujets-là ? Oui, bien sûr, c'est un sujet de responsabilité. Nous, à la différence de Climax, on ne s'est pas créé sur la crise écologique. On existait avant, enfin, pas beaucoup plus longtemps avant, mais on existait avant. Ouzbek Erika, c'est le média qui explore le futur. Donc la vocation, c'est de tirer tous les fils autour des grands enjeux d'avenir et de les rendre accessibles au plus grand nombre. On le fait sur un magazine aussi, trimestriel, et on le fait sur une plateforme en ligne qui s'appelle ouzbekerika.com, où on invite tous nos lecteurs à venir explorer avec nous les grands enjeux d'avenir. Le sujet du climat, d'abord, Ouzbek Erika, comme on regarde toujours un peu le futur, on l'avait sorti un peu du bois, j'ai envie de dire, un peu avant que ça devienne un sujet aussi prégnant, quelques années, puis le Covid où ça a vraiment explosé. On avait des unes sur faut-il une bonne dictature verte en 2018. On s'était posé la question dans la foulée de savoir si les collapsologues étaient dangereux. Et on imaginait la même année l'écologie politique au pouvoir en 2022. Donc le sujet du climat, on ne l'avait pas sur une verticale. Ça matrissait effectivement tous les grands enjeux d'avenir qu'on voulait piloter. Et aujourd'hui, mais parce que le sujet a la dimension qu'il a, on le retrouve toujours de façon matricielle sur l'ensemble des productions, des réflexions qu'on peut avoir sur Ouzbek Erika, même si nous, contrairement à Climax, on n'a pas le sujet écologique au cœur, à l'origine de notre ligne éditoriale. On se retrouve pas mal sur le fait qu'il faut en parler beaucoup et sur beaucoup de sujets aujourd'hui. Ouais, ça devient un sujet un peu transverse aussi à certains moments. Chez Brut, Pierre Fiankowski, c'est aussi une question que vous vous posez. C'est une approche transverse, c'est une approche par rubrique. Comment vous appréhendez ces enjeux climatiques ? Alors à l'origine, Brut s'est construit sur un set de valeurs et parmi ces valeurs, évidemment, il y avait l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique au même titre que le Woman Empowerment, la responsabilité du politique, la défense des minorités. Et donc ça a été vraiment inclus au départ dans le projet Brut. Très vite, il y a une verticale qui s'appelle Brut Nature qui a été montée et qui traite le sujet au quotidien. On a deux journalistes qui sont excellents. Je vais les citer, c'est Lucas Vicky et Florian Thomas qui font vraiment un travail incroyable sur toutes ces thématiques d'environnement, de réchauffement climatique, d'écologie. Et alors évidemment, ça irrigue vraiment tout le média. C'est une thématique qui nous est chère et sur laquelle on travaille tous les jours. Mais effectivement, il y a un traitement aussi très spécialisé, avec des journalistes très spécialisés. C'est important pour nous justement d'avoir des gens qui connaissent très très bien le sujet et en qui on peut faire totale confiance et qui nous permettent justement d'avoir les bons angles, les bonnes idées, de se mettre sur les bonnes thématiques. Et il y a dans le média qui est Brut une volonté de montrer des choses très concrètes aussi, donc c'est-à-dire de donner de l'information de façon neutre, c'est-à-dire de dire aux gens qui nous regardent voilà ce qui se passe, et on considère toujours que les gens qui nous regardent sont assez grands pour en tirer les leçons et donc prendre les infos pour derrière se faire leur avis et voir comment derrière ils ont envie d'actionner ou pas des choses. Et on fait aussi des sujets sur des gens qui nous montrent hyper concrètement comment on peut changer les choses et comment dans leur pratique quotidienne ils mettent en route justement des projets, des comportements qui permettent justement d'aller dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Sur la manière dont le sujet est arrivé chez vous dans vos rédactions, on a vu qu'il y avait des initiatives récentes qui se sont montées.
On pense notamment à des chartes de médias qui ont été publiées sur un certain nombre d'engagements, à la fois sur le média lui-même, mais aussi sur la manière de traiter ce sujet-là, avec cette question de la neutralité, de l'information scientifique. Comment vous l'avez perçu, peut-être Milly, comment tu as vu arriver ce sujet-là et qu'est-ce que ça a posé comme question aussi en tant que journaliste ? Ouais, bah nous, c'est vrai que ça nous a pas beaucoup posé de questions. Je dis ça un peu de manière provocante, mais en fait, ce projet de la charte, nous, on en est de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, qui est, je crois, signée par un peu plus de 200 rédactions aujourd'hui et plusieurs milliers de journalistes, qui c'est sorti, je crois, en septembre dernier. On a participé à la coécriture de cette charte avec plusieurs autres médias, dont Vert, qui en est à l'initiative, notamment avec Anne-Sophie Novelle, qui travaillait là-bas à l'époque, et Socialterre, Reporter, La Relève et la Peste, etc. En fait, nous, c'était un peu une évidence, c'est-à-dire que la charte, quand on l'a écrite, elle reprenait tous nos points, parce que, by design, en fait, on est sur ces créneaux-là, et on est un média indépendant, sans publicité, sans financeur, donc c'était très facile pour nous, à la fois de pousser ces points-là et de les signer. En fait, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que, bon, déjà, nous, ça nous a permis de nous fédérer avec tous les autres médias qui s'intéressent à ces questions-là. Mais ce qu'on voulait faire, en tout cas, la démarche derrière ça, c'était plutôt de poser un texte et d'inciter d'autres médias à s'en emparer, ou en tout cas à se positionner par rapport à ce point-là. Ça sert surtout, en fait, à se poser des questions, à poser des questions à l'ensemble de la profession. Et je pense que ça a pas mal marché dans la foulée. Alors peut-être que c'était prévu avant, mais il y a Sud-Ouest qui a lancé aussi sa charte avec son programme Déclic. Enfin, en tout cas, il y a eu plusieurs initiatives dans d'autres médias. Et nous, les co-auteurs de la charte, on n'est pas là pour faire la police. Donc, mais je trouvais que c'était intéressant. Pour nous, c'était très facile et on savait que ça l'était beaucoup moins pour d'autres médias qui sont des plus gros médias, plus généralistes, avec des modèles différents, plus installés, plus gros et donc peut-être plus difficile à faire bifurquer. Mais ce qu'on se disait, c'était que même si tout le monde ne le signe pas, au moins ça permet d'amener la discussion dans les rédactions. Ouais, ça pose la question de la manière d'appréhender ces sujets et de renforcer un peu l'engagement. Oui, puis c'est vrai qu'il y a les deux points, le premier et le 13e, et le premier et le dernier, qui sont assez... Enfin, je trouve que philosophiquement, ils disent quelque chose. Le premier, c'est l'écologie doit être un prisme à travers lequel on traite plein de sujets et pas forcément une rubrique, ce que fait très bien David Roosbeck depuis le début. Et le dernier, c'est il faut qu'il y ait de la coopération entre les différents médias. Et je trouve que c'est rien que de les écrire et de faire circuler ce texte-là dans des rédactions, qu'elles signent ou pas, c'était assez... ça me semblait assez bien, justement, pour faire réagir le métier sur... ces nouvelles pratiques, en tout cas ces pratiques, ces bons principes à avoir quand on traite d'écologie. Vous avez vu passer ça sur le traitement médiatique, ça vous a questionné, vous vous êtes dit quoi quand vous avez vu ces questionnements-là arriver dans le débat sur le traitement média ? En fait, à Brut, déjà, à la base, nous, on est certifié B Corp, donc on est vraiment une entreprise qui travaille, vous parliez tout à l'heure du fait de qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour justement avoir un engagement là-dessus. Nous, effectivement, les journalistes qui sont, alors en plus générationnellement, c'est des journalistes très jeunes et tout, et c'est vraiment des gens qui ont pris ça à bras-le-corps. Ce qu'on voit en fait en réalité depuis le lancement de Brut, c'est qu'il y a toute une génération qui considère que en gros, leurs parents ont échoué, qu'ils leur ont laissé une planète qui est dans un état lamentable et qu'en gros, si eux ne décident pas de s'y mettre pour changer les choses, en gros, rien ne se passera. Donc nous, on est vraiment déjà vraiment 100% aux côtés de ces gens-là qui font des choses, qui en parlent tous les jours. Je crois que Greta Thunberg, une des premières vidéos qui a vraiment tourné sur les réseaux sociaux, c'était une vidéo que Brut avait en BD alors qu'elle faisait un discours très mobilisateur à la COP. Voilà, nous on est vraiment 100% alignés sur une génération qui a décidé de changer les choses concrètement et qui que ce soit Vanessa Nakate ou des gens comme Camille Etienne par exemple qui est sur Brut Live chaque semaine. C'est des gens qu'on voit beaucoup, qu'on côtoie, qu'on rencontre, et le média il est fait à la fois par des journalistes qui sont super engagés de ce côté-là, et on écoute aussi beaucoup toute une génération de gens qui ont des choses à dire, et nous on est journalistes. Alors c'est pas à nous de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ont besoin de faire. Nous on est simplement là pour retranscrire en gros ce que disent des gens qui ont un discours super constructif, super intelligent, et nous on est juste là pour lui donner écho. Donc on sera toujours là pour d'abord écouter ces gens-là et amplifier leurs paroles.
Ouais, Camille Etienne, qui est une activiste sur les sujets climat de nouvelle génération. Pierre-Olivier, peut-être une petite réaction aussi Mais sur moi, je suis sur ce d'accord sujet. avec les deux, camarades. Évidemment. Non, je rejoins tout de suite Pierre sur le sujet générationnel. Et on a aussi des journalistes jeunes chez Uzbek Erika qui prennent le sujet de la transition écologique avec une grammaire de leur génération qui permet un traitement impeccable du sujet quand c'est accompagné par une ligne éditoriale de médias honnêtes. Et je rejoins absolument Milly sur la nécessité qu'il y a d'attirer le sujet du traitement médiatique de ces sujets-là de façon un peu collégiale à l'intention des gros médias. Mais je pense que, comme tu le disais au début, quand on a un petit média, c'est intéressant qu'il y ait une charte et de la mettre en application. Là où ça devient intéressant que ces préceptes servent de support à des formations, à la sensibilisation, c'est pour des médias plus broadcast. Tu parlais de Sud-Ouest ou France Télévisions, ou vraiment des machines qui ont d'autres enjeux d'audience derrière. Et c'est intéressant d'aller sensibiliser les journalistes là-dessus, sur ces sujets, et une charte est un très bon outil pour ouvrir le débat. Poser des premiers éléments de discussion. Merci beaucoup. Peut-être on est réunis au jour E de BPI France et j'imagine que vous avez des réflexions dans vos rédactions et dans vos médias sur la manière de traiter des actualités d'acteurs privés, d'entreprises, d'entrepreneurs en lien avec le climat, parce que ça pose des questions de transformation qui sont assez énormes. Peut-être Pierre-Olivier, quel rapport vous avez avec les actualités des différentes entreprises qui agissent sur le sujet? Comment vous regardez ça arriver? Comment vous les traitez, vous, chez Uzbek Erika? Je sais qu'il y a une approche assez prospective qui participe aussi à échanger avec tous ces acteurs. Quand il y a une actualité qui est structurante pour le futur, qu'elle vienne d'une entreprise, d'une organisation, de la société civile, on la traite. En lien spécifique avec le climat, on s'oblige rien, on s'interdit rien. Quand il y a quelque chose de structurant, on en parle, toujours conformément à notre ligne éditoriale. Et après, sur la manière dont les entreprises plus largement s'approprient le sujet, c'est une question complexe, pas compliquée, complexe. Selon qui on est, selon la typologie d'acteurs qu'on représente, selon les enjeux qu'on peut avoir à manipuler derrière, on va le faire avec un rythme, une intensité, une facilité ou des contraintes qui sont différentes. Et ce qui est important, nous, dans le travail qu'on peut avoir avec des entreprises, c'est de réussir à chaque fois à les accompagner au bon endroit, au bon moment et à les faire et à faire avancer le débat chez elles. Et ça peut être frustrant. Mais en même temps, ça peut toujours aussi être gratifiant. Ça dépend comment on regarde le sujet. Tu faisais une introduction tout à l'heure sur le sujet du numérique et de l'innovation globalement, et la façon dont le sujet avait été approprié il y a une dizaine d'années quand il sortait. Toutes choses égales par ailleurs, on peut essayer de comparer la dynamique. Il y a 15 ans, l'innovation, c'était un sujet de communication. Il y avait beaucoup d'innovation washing, beaucoup d'entreprises se mettaient à faire semblant de faire de l'innovation parce que ça marchait bien pour leur image. Et on voit bien que ce sujet est passé de la périphérie au centre de leurs préoccupations. Et on espère que parfois sur certaines entreprises qui vont communiquer sur des enjeux de climat parce qu'elles ne peuvent pas ne pas le faire, c'est aussi une façon pour elles d'ouvrir une porte et de faire rentrer le sujet chez elles. Et donc nous on les accompagne là-dessus. On n'est pas des évangélisateurs, mais on a quand même conscience de proposer des traitements qui soient équilibrés, qui soient ouverts, qui sont vraiment en phase avec l'ère du temps, pour qu'elles puissent s'y retrouver, pour que des gens puissent écouter. Et des fois c'est un peu un pieux vœu. Mais parfois ça fait avancer les choses. Et je pense que c'est une approche qui se défend aussi, d'aider les gens, de les faire grandir. C'est un enjeu collectif qui appelle à des responsabilités collectives et qui appelle à tirer tout le monde vers le haut collectivement. Sur ce sujet-là, justement, Pierre Siankowski, vous parliez tout à l'heure de neutralité, rôle que vous appréhendez chez Brut sur aussi montrer ce qui se dit et ce que disent les acteurs. Dans la manière dont vous travaillez avec les transformations économiques ou avec des acteurs privés qui viennent vous voir, comment vous regardez les sujets de transition écologique chez eux? Qu'est-ce qui pour vous est la neutralité sur ces sujets-là? Parce que parfois il y a des engagements qui sont plus ou moins d'ampleur. Comment vous évaluez un peu ça au sein de la rédaction et chez Brut? D'abord, il y a les faits. Il y a les faits. On regarde effectivement concrètement ce qui se passe. Nous, les faits parlent souvent pour eux. Et puis après, nous, on accompagne des entreprises qui sont sincères. Et nous, les contenus qu'on peut créer,
on sait très bien que s'il y a le moindre soupçon de greenwashing et que c'est tiré par les cheveux et qu'en fait tout le monde fait ça pour se donner bonne conscience, ça fonctionne pas. Donc il y a un travail de base qui est vraiment fait en collaboration avec tous les gens avec qui on travaille, et il y a vraiment cet enjeu qui est de raconter des histoires qui sont vraies, qui sont sincères, qui sont basées sur une réalité, et à partir du moment où on est d'accord là-dessus, on y va. Mais c'est vrai qu'il n'est pas question d'accompagner des gens qui ne s'activent pas eux-mêmes pour que les choses changent. Là-dessus, Mélissa, avant, en plus, je crois que c'est un sujet auquel vous réfléchissez chez Climax, c'est-à-dire quels sont les mouvements dans des secteurs économiques qui sont réels, d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Vous partagez ce qui a été dit Oui, dans tous les cas, je partage complètement ce qui a été dit. Après, c'est vrai que nous, on est un peu toujours les vilains petits canards dans cette partie-là. On est un peu la vigie, finalement. Notamment, plus particulièrement quand même sur les campagnes de communication des entreprises. On a une rubrique permanente dans notre newsletter hebdomadaire gratuite qui sort le mardi, où on va décrypter chaque semaine un cas de communication qui est un bon cas d'école de greenwashing. Je sais pas, par exemple, je pense à l'autre jour, c'était Adidas qui a fait un terrain de tennis flottant au-dessus de la barrière de corail pour faire la promotion de ses maillots de sport soi-disant en plastique recyclé, et qui avait floqué tout ça de logos End Plastic Waste, qui avait l'air d'être des logos officiels, enfin en tout cas des labels officiels, alors qu'en fait c'était eux qui les avaient créés de toutes pièces, et qui annonçaient faire ça en partenariat avec une ONG, en tout cas une organisation gouvernementale qui s'appelle une organisation écolo qui s'appellerait Parler for the Ocean. En fait, nous, quand on regarde un peu dans les statuts des entreprises, on réalise que les équipes de la marque sont dans les deux boîtes. Donc, on voit bien qu'il y a des connivences, et ça, on va enquêter sur ça. Donc, on est un peu une vigie, et on essaie de faire des enquêtes de greenwashing le plus fouillé possible pour tout simplement apporter un contre-discours à notre petite hauteur. Mais après, au-delà de ça, on n'est jamais opposé à valoriser des initiatives d'entreprise qui nous paraissent aller dans le bon sens. Hier encore, sur notre compte Instagram, on relayait l'initiative qui a été aussi pas mal médiatisée, mais je crois, une entreprise qui s'appelle Ubique, qui a mis en place des temps de trajet responsables. C'est 2 jours off donnés à chaque salarié en plus de ses jours de congé classiques, s'il utilise le train plutôt que l'avion. Enfin, en tout cas, s'il utilise un mode de déplacement responsable plutôt que l'avion. Quand il y a des initiatives comme ça, on n'a aucun problème à les relayer. Mais c'est vrai qu'on va avoir une attention toute particulière non seulement à ne pas accepter des communications d'entreprise qui feraient du greenwashing, mais en plus, du coup, à les dénoncer, les décrypter, donner les clés à nos lecteurs. On a fait dans le tout premier numéro de Climax un 7 familles des greenwashing, des greenwashers, où on explique justement les différentes catégories de greenwashing qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que c'est je pense, important de donner des clés pour pas seulement communiquer sur qui greenwash ou qui ne greenwash pas et distribuer les bons points, mais aussi armer un peu nos lecteurs. C'est vrai que nous, on a une position un peu différente peut-être, mais du fait de notre format, on se dit fanzine, donc magazine de fans, de communauté, et on prétend appartenir à la communauté à laquelle on s'adresse. On a un ton beaucoup plus oral, etc. Donc on n'est pas simplement là pour, comme disait Pierre, donner écho. On est aussi là pour informer, mais aussi amuser nos lecteurs, les armer, les mobiliser, leur donner envie. Enfin, on est complètement au-delà peut-être d'un simple travail journalistique au premier sens du terme, si on veut. Ouais, au-delà des actualités des entreprises en elles-mêmes, j'ai l'impression aussi que chacun dans le travail de vos rédactions, vous vous posez des questions sur la transformation de secteurs économiques. À la fois dans les stories de Brut, à la fois dans le travail d'Ouzbek Erika de prospective sur certains secteurs, qui peuvent parfois, on en parlait d'ailleurs un peu avec vous, Pierre-Olivier Cazenave, avant, qui peuvent parfois être aussi des sources d'inspiration pour des entreprises, des entrepreneurs ou des patrons de certains d'industries ou de secteurs pour se projeter sur ce que serait une société bas carbone, entre guillemets. Là-dessus, du coup, vous poussez, j'imagine, le volet prospectif sur des secteurs particuliers chez Ouzbek Erika, ou comment vous essayez de construire un peu cette prospective la prospective qu'on fait chez Ouzbek Erika, c'est de la prospective exploratoire, c'est pas de la prospective stratégique. On n'est pas KPMG, Capgemini ou un grand cabinet de conseil pour accompagner les boîtes sur leur transformation.
Néanmoins, dans l'exercice prospectif, ce qui est intéressant, c'est de passer du réflexe naturel qu'ont les sociétés, qui va être de se dire, quel est le futur de mon secteur ? Donc, comment je me projette ? C'est quoi l'avenir ? Quel est le champ qui m'est ouvert ? Quelles sont les perspectives ? Et là où l'exercice est intéressant au travers du prisme écologique, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est quoi mon secteur dans le futur ? À quel moment on renverse le sujet pour voir qu'est-ce qui va exister en dehors de ce que je suis capable de concevoir de moi-même, qui va impacter mon activité. Il va falloir que je prenne en compte sur des enjeux moraux, éthiques ou juste fonctionnels, quand on parle de transition écologique. Et donc cette préoccupation-là, qui est la marque de fabrique du SBEC Erika, on la retrouve effectivement dans le travail qu'on fait avec les entreprises et on la pousse, on l'implémente. Après, il faut être honnête, beaucoup l'ont déjà en tête. Quand aujourd'hui des boîtes réfléchissent à plus 30, 50 ans, elles ont déjà le sujet de l'urgence écologique qui matrice déjà beaucoup leur sujet. Donc on n'est pas simplement, on vient pas comme des chevaliers blancs leur apporter le sujet de la transition écologique. On l'aide à le penser, on leur donne des contrepoints, on les outille. Effectivement, ce que font les uns peuvent inspirer les autres. Et je pense qu'on est à un moment clé où c'est très important de faire circuler l'information entre tous les secteurs, entre les initiatives qui peuvent être inspirantes. Même si on ne travaille pas sur les mêmes objets, sur les mêmes usines, sur les mêmes parcours de mobilité ou parcours logistiques, c'est important de prendre ceux qui réussissent, qui s'engagent et de les poser un peu en exemple et de voir comment ça peut inspirer les autres. Tout à l'heure, vous mentionniez, en lien avec ça, Pierre Sankowski, vous mentionniez aussi un traitement de solutions en matière écologique et ça rejoint un peu le côté prospection, projection aussi dans certains secteurs. Bah non, mais comme l'a dit Pierre-Olivier, c'est vrai que les entreprises font déjà des choses en fait. Et aujourd'hui, on trouve aucune entreprise qui a décidé de pas du tout se mettre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tout le monde fait des choses. Donc après, nous, c'est ce que je disais au début, c'est qu'en fait, nous, on raconte des histoires. Et en fait, ces histoires, elles existent déjà et on va les chercher. Et dans toutes les entreprises, il y a aussi des salariés jeunes qui font des choses, qui pèsent sur le bord de leurs entreprises et qui demandent à ce que les choses changent. Donc nous, on fait confiance à tout ça, à ce mouvement de balancier générationnel et on raconte ces histoires-là et ça se passe dans toutes les boîtes et ces histoires, elles se racontent. Donc nous, l'objectif, effectivement, c'est de continuer à trouver des histoires qui se racontent dans des boîtes et il y en a 1000, il y en a tous les jours. Et c'est vraiment une génération qui est à l'œuvre et comme je le disais, qui a compris que les parents avaient tout foiré, avaient laissé une planète en feu et qu'il fallait tout faire pour... D'ailleurs, c'est la couverture de ce magazine de Climax que j'ai devant moi, c'est Apocalypse Pas Now, quoi. Ils ont décidé que ça n'allait pas arriver et qu'il fallait faire des choses. Donc nous, on raconte aussi, voilà, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les assos, que ce soit des initiatives individuelles, on raconte tout ça et ça se passe heureusement partout dans la société et nous, on est là pour l'amplifier. Il y a cet aspect-là générationnel qui rappelle souvent qu'il y a une urgence et qu'on peut pas attendre et que du coup ça doit aller plus vite. C'est souvent un discours dont ils se font le porte-voix. Et ça me fait penser plus généralement aussi, pour avoir votre avis en tant que journaliste et qui travaille dans des médias. Il y avait un chiffre de quota climat à la sortie de la dernière présidentielle. Qui soulignait que la transition écologique était traitée à peu près à 3% dans les sujets médias. Du coup, ça pose la question, est-ce que c'est assez présent ? Est-ce qu'il faut encore renforcer ce mouvement-là ? Est-ce qu'on en parle trop ? Est-ce qu'on en parle de la bonne manière ? Il y a plein de questions qui se sont posées à ce moment-là, qui posent aussi la question de la réception des actualités de la transition écologique par certains publics. On en parlait un petit peu... juste avant, est-ce qu'on parle trop de transition écologique ou pas assez dans les médias, dans les discussions que vous avez avec vos différents collègues Quoi qu'il arrive, on n'en parle pas assez. C'est le sujet du moment et c'est le sujet primordial. Après, il y a en parler et bien en parler. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut effectivement en parler et il faut arriver à montrer que, en fait, quand on s'engage, ça marche. En fait, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire à Brut. En gros, c'est de montrer qu'effectivement, il y a des solutions, qu'elles existent et qu'en fait, il ne faut pas beaucoup pour les mettre en place. En gros, c'est parfois une bonne initiative racontée bien par quelqu'un qui donne envie, ça suffit et ça donne envie de faire les choses soi-même. Je me souviens, on avait raconté l'histoire d'un magasin qui s'appelait le Drive tout nu et qui en gros incitait les gens à
à venir chez eux avec leur propre sac pour prendre des produits, pour les ramener chez eux. Et ces histoires, elles tournent. En fait, on a eu des millions de vues sur cette vidéo et les gens nous ont dit qu'ils avaient ouvert ce magasin, le Drive to New, qui fait partie un peu aujourd'hui des valeurs symboles de Brut, enfin des gens des histoires qui ont compté pour Brut. Ça a changé des choses tout de suite dans la région où ils avaient décidé de s'installer. Il y a des gens qui venaient, il y a des choses qui se passaient, donc il faut en parler effectivement tout le temps, il faut en parler de façon impactante, il faut raconter des histoires qui montrent que c'est pas compliqué de s'engager, parce qu'il y a toujours ce truc un peu où on se dit il y a des choses qui empêchent les gens de s'engager, il y a une espèce de délégation de l'engagement, on se dit tiens, il y a des gens qui le font pour moi, il y a des gens qui ont un peu peur de s'engager, qui se disent je vais manifester, je vais me faire arrêter, il va m'arriver des choses, donc ça les encourage pas. Il y a une espèce d'anxiété climatique aussi qui fait qu'il y a des gens qui sont complètement prostrés chez eux et qui disent mon Dieu, tout va sauter, qu'est-ce que je vais faire? Et il y a une espèce de croissance aussi dans les technologies un peu naïves qui dit quoi qu'il arrive, la technologie va arriver et puis va tout solutionner, quelqu'un va inventer un truc et ça va se passer. Bon, ça empêche vraiment les gens de s'engager concrètement. Il y a une espèce parfois de position d'attente dans ce truc-là. Et nous, on pense que il faut trouver des bonnes histoires pour que on donne envie aux gens de faire des choses concrètement. Et on est content de voir, par exemple, quand on sort un sujet qui est très vu sur Instagram, Facebook, TikTok ou Snap ou YouTube, qu'on a des retours dans les commentaires de gens qui nous disent j'ai fait, j'y étais, et je suis devenu client du Drive to New grâce à vous. Et ça, on trouve que l'impact, il est là en fait. Par la projection et le fait que c'est possible, ça se passe simplement. Exactement. Et en plus avec un bon nom d'initiative. Exactement, et en faire le maximum, en amplifier le maximum, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Milice, avant, il y avait un peu de ça aussi dans ce que vous disiez tout à l'heure, parler autrement du sujet et montrer qu'il y a d'autres manières de s'en sortir et aussi de s'en sortir positivement. C'est-à-dire on peut avoir des choses encore mieux. Mais c'est ça, on n'avancera pas, je pense, en se fouettant ou en se disant que l'écologie est un poids qu'on va porter sur nos épaules comme ça et faire notre devoir. Enfin, ça avancera jamais. Il faut, le mot de Pierre, c'est donner envie. Enfin, nous, c'est un truc qu'on essaye de faire tous les jours. C'est pas, ça paraît simple en le disant, mais c'est pas si évident que ça. Par exemple, nous, il y a un chiffre qui m'avait beaucoup marqué, c'est Pierre Gilbert qui l'a dit. C'est un type qui fait de la prospective climatique et qui est aussi neuroscientifique, et il disait qu'en fait, chez 70 à 80% de la population, l'approche rationnelle, dire voilà, le monde brûle donc il faut réagir, ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, n'est pas reçu. Disons que ça touche 20 à 30% de la population qui se dit ok, stimuli de peur et de raison, je réagis. Il explique qu'en fait, 70 à 80% de la population, si on caricature un peu, se sert plutôt de son cerveau, non pas frontal, mais central, qui réagit aux images, aux émotions. Et donc, c'est une population qui va se mettre en mouvement parce qu'elle en aura envie, parce qu'elle trouvera ça cool, sexy comme mouvement, qu'elle aura envie de se bouger, que justement, elle aura vu un reportage sur le Drive to New et qu'elle aura trouvé ça cool, tout simplement, et pas simplement parce qu'on lui aura dit, voilà, le GIEC a sorti son 6e rapport, et en fait, c'est encore la cata, et c'est confirmé, quoi. C'est vrai que les chiffres de quota climat, ils sont ils nous alertent, et ils ont encore tiré la sonnette d'alarme sur la médiatisation du GIEC ces derniers jours, à l'occasion du rapport de synthèse du 6e rapport du GIEC. Et c'est vrai que je comprends, je suis d'accord avec eux, et à la fois je me dis mais c'est des rapports qui sont faits pour les décideurs et pour les entreprises. Je suis pas sûre que rentrer dans un décryptage très précis de ces rapports-là va forcément mobiliser la population. Je crois qu'il y a un Français sur 2 qui souffre de fatigue informationnelle, d'après un chiffre de l'Obsoco. Et je ne sais plus d'où vient le chiffre, mais je crois que c'est 7 jeunes sur 10 disent qu'ils se sentent anxieux en voyant des contenus social media sur le dérèglement climatique. En fait, je suis pas sûre. L'anxiété, ça coupe les jambes, en fait. Et nous, on se dit que... je reprends une citation, vous chercherez l'humoriste, j'ai un peu honte de le dire, mais qui dit le rire, c'est comme des essuie-glaces, ça permet d'avancer sans arrêter la pluie. Ou malgré la pluie. Et c'est vrai que... Non, c'est pas Bigard, mais je crois que c'est Gérard Jugnot. Mais, ça va. Ouais. Non, ça va. Mais bon, disons que le Climax, on n'a pas un côté très les choristes, ça nous colle pas trop, notre image, mais bon, peu importe. Voilà, mais on assume. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est assez... nous, c'est ce qu'on défend, c'est de se dire, c'est pas en s'apitoyant qu'on va y arriver.
oui, il faut être conscient, il faut regarder la vérité en face. Et justement, le rire et le sarcasme permettent de faire ça. Alors, tous les médias ne peuvent pas faire ça, mais chacun a sa manière. Ça peut être de l'inspiration, ça peut être du rire, ça peut être plein d'autres manières. Ça peut être des solutions concrètes. Pierre-Olivier, Ouais. je voyais réagir. Et Pierre aussi, mais je te passe la parole après. Oui, je voulais réagir tout de suite à ce que dit Émilie, parce que je pense qu'il y a un double enjeu sur en tant que média. Il faut donner la bonne information au bon niveau de langage pour la porter aux bonnes personnes avec les bons formats et la bonne posture là-dessus. Et puis je pense qu'on a une autre mission en fait d'intérêt public qui est participer à la vitalité démocratique du pays. Donc il faut aussi être capable de s'emparer des sujets tels qu'ils émergent, de les faire circuler et d'être au bon diapason là-dessus. Et pour rebondir sur ce que disait Émilie sur la fatigue informationnelle, je pense qu'effectivement on sort d'une période assez anxiogène où beaucoup d'analyses ont été produites. Et peut-être qu'en ce moment, ce dont les gens ont besoin et ce qu'ils vont plébisciter dans les formats, c'est des choses qui leur donnent plus d'intuition de ce qui est en train de se passer. Et on s'en rend compte, c'est aussi peut-être l'air du temps qui fait ça. Et on a, nous, la mission de se mettre à ce niveau-là pour faire circuler les informations sur le bon format, sur les bons canaux, pour qu'ils puissent les saisir et qu'ils puissent les utiliser et les activer. Le monde des médias change, le monde de l'information se transforme en permanence, ça fait 20 ans que c'est le cas et c'est pas fini. Et donc, faut qu'on réussisse à courir cette double mission, d'avoir les bonnes informations et de réussir, et en fait c'est toute notre mission, à les faire circuler de la bonne manière pour que ce soit utile et que ça participe à l'éveil collectif. Et donc, c'est les bonnes idées, c'est les bons endroits pour les formuler, c'est les bonnes cibles, partout en France, les bons publics. Et c'est pas une mission qui est facile, mais si c'était facile, il n'y aurait pas besoin de nous. Et ouais, non, pour rebondir aussi sur ce que disait Émilie, et surtout, il faut faire confiance à cette génération qui sait passer les messages. Il y a toujours eu cette croyance un peu dans le fait que les gens qui étaient écologistes étaient des gens, entre guillemets, un peu relous, compliqués, que c'était pas marrant de les écouter. Ils l'ont compris, ça, tous les jeunes qui militent aujourd'hui, qui font des choses pour le réchauffement climatique. Et ils sont justement dans un discours qui est super motivant, qui est super constructif, qui est super fun. Ils trouvent les solutions pour expliquer. Et il faut vraiment leur faire confiance parce que le langage, ils ont compris comment mobiliser, comment raconter des histoires, comment même parfois faire du buzz sur les réseaux sociaux. Ils l'ont compris et ça marche. Donc en fait, encore une fois, nous, la solution, on l'a pas trouvée. Et la génération... Enfin, moi, je m'inclus dans celle je pourrais être l'un des parents de ces gens. On l'a pas trouvé la situation, donc la solution, je veux dire, enfin, la situation nous doit beaucoup. Mais il faut les écouter, il faut respecter ce qu'ils font parce qu'effectivement, eux le font. Et je pense que dans la façon de et là c'est le deuxième volet justement des Fridays for Future, de tous ces gens-là qui le savent. Pour parler souvent avec les équipes de Greta Thunberg, on sait qu'ils ont la volonté justement d'aller sur ce... Ils ont montré au début qu'il fallait faire des grèves le vendredi, pas aller à l'école pour que les parents se rendent compte qu'il se passait quelque chose. Et maintenant, la volonté qu'ils ont, c'est tous leurs congénères qu'ils n'ont pas encore réussi à convaincre, c'est de montrer en gros qu'on peut faire des choses simples pour que les choses avancent. Et ils ont les clés, ils ont le corpus idéologique et ils ont aussi l'appropriation des médias sociaux qui est à l'heure. Et ils savent communiquer, ils savent créer des contenus qui mobilisent. Donc là encore, 100% confiance dans ces jeunes gens qui ont envie de changer les choses. Et nous, on est là pour amplifier ce qu'ils font. Ouais, pour l'amplifier aussi, pour le diffuser à d'autres générations, j'imagine. Ouais, leurs parents. D'ailleurs, c'est un des enjeux, c'est que les parents deviennent des alliés. Et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par ces jeunes pour que les parents les écoutent. Et les parents doivent les écouter aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. Vous avez une réaction Je sais pas, c'est pas vraiment une réaction, mais ça me fait penser à un truc, alors je le dis. Je pense que ce qui est intéressant dans ce qui a échangé, c'est qu'on se rend compte que le sujet de l'urgence écologique et de son traitement dans les médias, en fait, il est assez récent. Ça fait 5-6 ans que c'est un sujet. Climax s'est créé il y a 2 ans là-dessus. Et au regard de la crise écologique qui s'ouvre, c'est que le début. J'ai envie de dire un peu malheureusement, c'est-à-dire je pense qu'on a quelques décennies à travailler, et plusieurs générations sûrement, au sujet et à la manière dont il faut qu'on le fasse circuler, qu'on l'accueille, qu'on le relaie,
à qui on donne la parole et comment. Et donc, c'est pour ça que je vous sais d'avoir organisé cette discussion aujourd'hui, parce que je pense que c'est le début du sujet et qu'il va falloir l'accompagner tout le temps avec le grand public, les entreprises, les médias. Et on est sur une porte ascendante, je pense, de préoccupations qu'on va avoir à charge de relayer, de documenter en tant que média. Milly, vas-y, et puis après j'aurai un dernier sujet à vous proposer. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Et après, il y a simplement, justement, la semaine dernière, j'étais à une table ronde où on avait un peu cette discussion-là aussi. Enfin, j'étais pas sur scène, mais les personnes qui étaient sur scène avaient cette discussion-là. Et un type dans le public est intervenu, se disant représentant justement en se disant 68 arts et représentant de cette génération-là. Et il a quand même rappelé, et c'est vrai que dans les années 70, il y avait des médias déjà écolos qui s'emparaient de ces questions-là et qui essayaient de parler avec un ton assez impertinent. Donc c'est vrai que des fois, nous, avec Climax, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on ne refait pas ce qui a déjà été fait il y a 50 ans? Alors les médias s'appelaient Le Sauvage notamment et La Gueule Ouverte. Donc c'était un peu plus rentre-dedans, peut-être un peu moins joyeux ou Fleur Bleue que nous, on essaye de le faire. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que cette fois-ci, après, je pense que ce qui est différent, c'est que là, il y a de plus en plus quand même de médias présents sur ces questions-là et qu'on est en train de faire un vrai éventail de possibilités entre les médias généralistes qui, chacun avec leur traitement, s'emparent du sujet, tous les médias spécialisés qui se créent avec des verticales différentes. Je pense qu'il y a un vrai paysage médiatique qui se dessine, mais il faut qu'on fasse attention à ce que justement ça dure, parce que sinon on va avoir le même destin qu'eux, et je crois qu'ils ont duré, ils n'ont même pas été jusqu'aux années 80, quoi. Avec le côté aussi, ça me faisait penser le côté vraiment culture et qui rejoint l'aspect générationnel. Moi, il y a un dernier sujet qui m'a interrogé et où je voulais vous proposer d'en discuter. Dans les échanges qu'on peut avoir, on voit aussi qu'il y a des rédactions, certains médias qui disent et qui traitent l'actualité écologique uniquement avec les aléas qu'il peut y avoir, les aléas climatiques, puisque c'est de la crise et puisque c'est le moment où en fait c'est visible sur les territoires par une partie de la population. Et donc il y a un traitement autour de la crise. Vous mentionnez tout à l'heure avec ce risque-là que ça crée aussi une anxiété, un immobilisme. Est-ce que vous avez déjà... vous parliez tout à l'heure de procéder de la collapsologie ou ce genre d'initiative. Est-ce que vous, quand vous regardez les aléas climatiques, vous vous questionnez sur la manière éditoriale de les traiter, sur est-ce que c'est un moment où on amène d'autres sujets, qu'est-ce que vous avez en tête quand vous voyez ce traitement médiatique très fort au moment des aléas et des catastrophes naturelles qui malheureusement sont de plus en plus nombreuses? Je pense qu'il faut faire les deux. Nous, à Brut, on peut pas, quand on voit l'été qui a été celui de l'année passée, quand on voit les feux de forêt, on est obligé d'en parler, de montrer ce qui se passe. Et ça fait partie du travail de journaliste au quotidien, de donner les informations, de montrer qu'il y a des glaciers qui fondent, qu'il y a des espèces animales qui disparaissent. Ça, on est tenu de le faire, c'est notre métier. Mais on ne peut pas faire que ça. Et c'est là qu'il faut justement, ce que je disais tout à l'heure, il faut activer la machine à faire des choses et montrer qu'il y a des gens qui luttent contre ça et qui se mobilisent. J'espère que cette année, les médias vont commencer à parler des possibles feux de forêt à partir des semaines qui viennent, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'organisent déjà pour éviter ça. Il y a des initiatives qui vont être prises, donc il faut anticiper aussi. C'est vrai que les médias ont toujours tendance à être un peu pris au dépourvu. Ça se passe, c'est devant nous. La situation parfois, on est un petit peu mis devant le fait accompli, même si on sait que des choses vont arriver, que des choses arrivent déjà. Mais l'enjeu, c'est vraiment les deux, quoi. C'est d'être à la fois dans un traitement du quotidien, des faits qui montrent ce qui se passe, parce que c'est fort, parce que des fois, comme je le disais au début, donner des informations à quelqu'un, des informations super impressionnantes, montrer des images super impressionnantes, ça aide à prendre conscience aussi. C'est une façon de faire les choses, de travailler, mais il faut accompagner ça de traitements par ailleurs qui sont des traitements qui encouragent à l'action et qui encouragent à se mobiliser et à faire des choses. Et comme je le disais, au quotidien, c'est pas forcément dire aux gens engage-toi, donne 20 balles à Greenpeace à la fin du mois, quoi. C'est fais des choses toi-même, regarde comment tu peux dans ton quotidien, décide de faire 3 actions qui vont faire que ça va porter ses fruits et que ça sera récurrent et que tu vas le faire sur le long terme et que tu vas encourager les gens autour de toi à le faire, quoi. C'est vraiment
L'idée, c'est que les gens aujourd'hui passent à l'action et c'est ce dont on parlait au début, quoi, un journalisme de solutions et de mise en place d'actions concrètes. Ouais, nous, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même rôle parce qu'on arrive en complément d'autres médias spécialisés sur l'écologie qui font très très bien déjà ce travail d'exhaustivité sur l'actualité. Je pense à Aver, je pense à Reporter. Donc on est en complément de nos confrères et l'idée c'est pas de faire la même chose qu'eux. Ça nous donne un luxe chouette qui est de pouvoir choisir des aléas desquels on parle, de pouvoir en passer d'autres sous silence pour justement garder notre ligne éditoriale assez justement fraîche et de ne pas faire rentrer tout de suite des lecteurs pas forcément à l'aise avec l'écologie dans des choses trop frontales. Mais après, on choisit aussi d'en parler différemment. Par exemple, dans le prochain numéro, on a fait tout un reportage sur la montée des eaux et l'érosion du littoral de la côte atlantique. Et plutôt que de faire simplement un sujet sur l'érosion, avec combien de mètres perdus à tel endroit, combien de mètres perdus à tel autre, à tel endroit on met des dunes, on remet du sable, on met des digues. Enfin, nous on a choisi de parler de ça, mais d'en faire plutôt l'arrière-plan d'une histoire. Pierre disait tout à l'heure, on raconte des histoires, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir raconter des choses à travers des histoires qui vont être peut-être plus palpitantes ou qui vont davantage marquer justement les émotions de nos lecteurs. En l'occurrence, c'est un reportage en miroir entre deux personnes. Une qui s'est fait expulser du Signal, ce bâtiment, cet immeuble de type HLM qui a pris l'eau à Soulac, alors qu'il était il n'y a pas si longtemps que ça à 200 mètres de l'océan. Et maintenant, il n'est plus qu'à 10 mètres. Et de l'autre, un richissime du Cap Ferret qui a fait construire une digue personnelle de 450 mètres. Donc en fait, raconter ces deux histoires-là permet de raconter plein de choses, à la fois ce qui se passe, le contexte, et en même temps aussi de la dimension sociale qui a souvent tendance à passer à la trappe parce qu'on se concentre tous sur l'écologie environnementale, entre guillemets, alors que l'écologie, c'est aussi le social. Ça nous permet de parler des inégalités, de justice, etc. Donc on essaye de faire ça, de ne pas simplement donner l'information brute, mais de raconter une histoire dans ce contexte-là. Olivier, quelques derniers Non, je mots. bois les paroles de Milly, je suis tout à fait d'accord. J'achète Climax, je l'achète de temps en temps. Qui est d'ailleurs en trimestriel, donc il y a ce côté-là un peu aussi temps long. Ouais, et j'ai rien à dire par-dessus parce que je pense que tu as tout dit. La petite histoire qui raconte la grande et du coup donner des objets auxquels on puisse s'identifier. Mais peut-être juste pour rebondir sur ta question initiale qui était le sujet des aléas. Ouais. Et je pense que c'est facile de dire c'est dommage que les gens s'intéressent à la canicule que quand il y a des feux de forêt en Gironde. On peut dire ça et en même temps on peut dire maintenant qu'ils s'y intéressent, on fait quoi ? Ouais. Et je pense qu'il faut être assez conséquent là-dessus aussi et viser le bon objet. C'est trop tard pour déplorer des choses comme ça et ça sert à rien en fait. Autant prendre l'attention quand elle est éveillée et en faire quelque chose et on a une responsabilité à ce moment-là. Donc moi je plaide pour être conséquent à ce moment-là et pas distribuer les bons points quand ça sert plus à rien en fait. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu pour cette discussion autour du journalisme et du climat. Et puis du coup, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation, à très vite.